YouTube va mal. On a un gros problème. Et peut-être que je le savais inconsciemment, tu vois, je le sentais arriver. Ça vient d'arriver il y a quelques jours et on en mesure vraiment les conséquences directement. Ça commence un peu à frapper le moral des gens. Ils se disent putain, est-ce que YouTube ça va continuer? Est-ce que YouTube ça va pas continuer? Nous sommes tous en train de mourir sur YouTube, voilà. On est tous en mode panique, on est tous comme ça, on sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait? On reprend les études, on reprend le boulot, on sait pas. Je vous mentirais si je dirais que j'ai pas peur. Je sais pas ce que le futur me réserve. Voilà, vous l'aurez compris, c'est pas incroyable en ce moment d'être youtubeur. Je vous avoue que le futur me fait extrêmement peur. On ne peut malheureusement rien faire puisque on n'est pas acteur de la plateforme. YouTube va mal, et bientôt certains youtubeurs le seront aussi, d'autres le sont déjà. Mon YouTube part en couille 11 m'a rapporté 23,28 € pour 380 000 vues. En gros, ça fait du 6 centimes par 1000 vues. Dans notre dernière vidéo, les revenus ont été divisés par 20 par rapport à la situation normale. Ils ont démonétisé plus de la moitié de mes vidéos. C'est vrai que je vois des 30 euros, 40 euros en moins dans la journée, c'est vrai. Et voilà, on a tous nos salaires qui ont été divisés par 10. On est comme des cons. YouTube est en train de mourir financièrement. Et bam, d'un jour à l'autre, eh bien, tout d'un coup, on nous divise nos revenus par 20. Ça devient tout de suite un peu plus compliqué de continuer. YouTube ne me rapporte plus d'argent. Et quand je dis plus d'argent, c'est pas beaucoup moins qu'avant. C'est plus d'argent. Depuis avril, il y a une chute des revenus. Pour 100 000 vues, j'ai gagné 41 centimes, ce qui fait 0,04 les 1000 vues. Bref, quasiment rien. Dans tous les cas, vraiment une grosse majorité des youtubeurs sont touchés. 440 000 vues. Vos revenus, 7,35 $. C'est-à-dire un demi-million de vues, c'est pile pour l'ingrat. Forcément, l'argent, il y en a moins. D'accord? Plus personne ne gagne de l'argent, le système financier de YouTube est en train de s'effondrer. Il y a de plus en plus de gens qui font des vidéos ces temps-ci comme quoi qui sont à la rue. Vous sortez des vidéos et elles vous rapportent quasiment rien finalement derrière en argent. C'est-à-dire que là, on touche plus ou moins 1 € les 100 000 vues. Après, si vraiment il n'y a plus rien de chez plus rien, il faut se rendre à l'évidence, faut l'accepter, on ira travailler comme tout le monde. On est en train d'assister à un truc totalement incroyable, la fin de YouTube de manière financière. Ils ne réussissent plus à gagner assez d'argent avec YouTube pour pouvoir vivre. Ma carrière de youtubeur est terminée. Ça devient problématique si on peut plus gagner notre vie avec les vidéos. Donc c'est sûr que ça fait peur, ça crée un stress, il y a des youtubeurs qui sont à la rue, il y en a d'autres qui savent plus quoi faire. Devant tout le monde, je suis en train de dire je suis à la rue, quoi, voilà. Non, de toute façon, tout le monde le savait que du jour au lendemain, YouTube peut s'arrêter et s'effondrer. C'est le cas aujourd'hui. Est-ce que cette intro est un clin d'œil ou un plagiat à Squeezie? Vous avez 4 heures. Salut tout le monde, vous avez été très nombreux à me demander cette vidéo. Absol, toi qui bosses dans la finance et qui a une chaîne qui parle régulièrement de YouTube, peux-tu nous expliquer les problèmes financiers que les youtubeurs rencontrent actuellement? À la base, je voulais pas faire cette vidéo pour 3 raisons. For 3 reasons, comme dirait un certain Paul Taylor. La première, c'est que je ne me sentais pas spécialement concerné, et je vais vous expliquer pourquoi. La deuxième raison, c'est qu'on me reproche de plus en plus de ne parler que de YouTube sur cette chaîne, et je comptais bien changer un peu. Et la troisième, c'est que certaines choses que j'ai à dire à ce sujet risqueraient d'en froisser certains. Mais bon, après coup, je me suis dit pourquoi pas, et puis ça me fait une occasion de placer un titre assez putaclic pour le fun. Pour rappel, depuis septembre 2016, on a déjà 2 problèmes majeurs. Les youtubeurs n'arrivent plus à atteindre 100% de leurs abonnés dans leur fil d'abonnement lors de leur sortie de vidéo, ce qui a baissé leur nombre de vues et donc leurs revenus d'environ 50%, et YouTube continue de désabonner aléatoirement des centaines d'abonnés qui n'ont rien demandé, particulièrement lorsque nous mettons en ligne une nouvelle vidéo. Je vous invite à regarder la vidéo où j'en parle plus en détail si vous ne l'avez pas encore vue. Depuis, beaucoup de youtubeurs étaient en mode survie en croisant les doigts pour que ça s'arrange. Mais au contraire, comme on dit, jamais 203. Un troisième problème majeur est arrivé, encore plus handicapant que les 2 premiers. Les revenus de pas mal de youtubeurs ont été divisés par 10 et même par 20 pour certains, sachant qu'on parle des revenus qui étaient déjà divisés par 2 depuis septembre. Je sais pas si vous voyez le délire. La raison, eh bien tout a commencé avec un article du Times le vendredi 17 mars qui a démontré qu'au Royaume-Uni, des publicités se retrouvaient associées sur YouTube à des contenus violents, extrémistes et racistes. Des spots publicitaires d'HSBC, d'Armani et de la BBC étaient par exemple affichés sur des vidéos de David Duck, l'ancien leader du Ku Klux Klan, qui ont pu lui rapporter une dizaine de milliers d'euros. Autre cas similaire, des publicités pour le journal The Guardian avaient été placées sur des contenus extrémistes comme des vidéos d'américains suprématistes ou d'un prêcheur islamiste controversé. Ces derniers ont ainsi touché plus de 250 000 livres, soit 288 000 euros grâce à l'argent dépensé en publicité sur YouTube par des marques et le gouvernement britannique via des publicités payées par des organismes publics comme la BBC. En plus de la question de l'image, se pose donc le problème du financement indirect de groupes extrémistes. Ajoutez à ça qu'au Royaume-Uni, la loi ne badine pas avec ce genre de pratique. L'annonceur dont la pub se retrouve malencontreusement à côté d'un contenu terroriste
terroriste encourt de graves sanctions pénales pour financement de terrorisme. Imaginez la tête du gouvernement britannique quand il a appris qu'il finançait lui aussi indirectement des groupes extrémistes. La première ministre britannique, Theresa May, a alors directement convoqué les responsables locaux de Google pour exiger des explications. Pour protéger l'image de marque de ses clients annonceurs, la filiale britannique du groupe français Havas, qui gère les budgets publicités des plus grosses sociétés mondiales, a alors rapidement décidé de retirer les budgets publicitaires de plusieurs de ses clients destinés à YouTube, soit 250 grosses sociétés, parmi lesquelles 5 des 20 plus gros annonceurs américains. Le mouvement s'est ensuite étendu et certains grands groupes américains comme les opérateurs télécoms Verizon et AT&T ont alors fait de même. Parmi toutes les grandes entreprises qui ont décidé de suspendre leur publicité sur YouTube, on peut compter les supermarchés Marks & Spencer, la Royal Bank of Scotland et la HSBC, Domino's, Armani, Hyundai Kia, McDonald's, Audi, la BBC, The Guardian, L'Oréal et bien d'autres. Tous ont décidé de ne plus dépenser un sou en publicité sur YouTube car ils ne veulent plus que leurs annonces puissent se retrouver accolées à des vidéos extrémistes et de ce fait financent les créateurs de ces contenus haineux. Le manque à gagner pour Google suite à tout ce boycott s'est évalué à 750 millions de dollars et a engendré une baisse rapide de sa capitalisation boursière de l'ordre de 4%, soit 23 milliards de dollars. Google a alors rapidement présenté ses excuses et assuré qu'il renforcerait dorénavant ses contrôles en la matière, prévoyant même une mise à jour de ses règles d'utilisation en ce sens. D'après Philippe Schindler, le directeur commercial de Google, le contenu toxique révélé par le Times ne constitue que 0,01% de l'ensemble des publicités présentes sur le site. Chaque jour, l'équivalent de 65 années de vidéos sont mises en ligne sur YouTube, soit 400 heures de vidéos diffusées chaque minute. Fourni gratuitement par des tiers, ce contenu est une vraie force pour YouTube qui le monétise via de la publicité puis reverse une part des revenus aux auteurs des vidéos. Mais le processus utilisé par les publicitaires est largement automatisé et ces derniers n'ont qu'un contrôle limité sur la destination finale de leur publicité. Google utilise un mélange de modération humaine et d'algorithmes pour déterminer quelles vidéos sont susceptibles de recevoir les publicités. Les annonceurs choisissent généralement des mots-clés qui aident à filtrer les contenus à côté desquels apparaissent leurs publicités avec l'espoir d'avoir des audiences mieux ciblées et donc des campagnes plus efficaces. Cette publicité, dite programmatique, a été ces dernières années au cœur de la croissance de Google et plus globalement de tout le marché de la publicité en ligne. Mais ce que reprochent aujourd'hui les publicitaires, c'est que contrairement à Netflix ou Amazon, YouTube ne filtre pas les contenus sur lesquels sont placées les publicités, ce qui peut amener à des dérapages comme celui-ci. YouTube s'est toujours retranché derrière son statut juridique d'hébergeur et non d'éditeur, qui l'exonère de toute responsabilité vis-à-vis des vidéos mises en ligne sur sa plateforme. YouTube ne peut cependant pas se contenter d'apporter la même réponse aux annonceurs quand leurs pubs sont accolées à des contenus haineux ou extrémistes. Rien de tel qu'une pression publique importante sur fond de terrorisme pour revoir les rapports de force entre les publicitaires et Google. Google a ainsi annoncé une mise à jour de sa politique d'utilisation des publicités. L'idée est d'intégrer davantage d'intelligence artificielle dans le système et de donner plus de contrôle aux annonceurs. Les annonceurs se voient désormais offrir des options de filtrage supplémentaires et plus fines qui leur permettent en amont de définir les types de contenus qu'ils souhaitent exclure. Ils pourraient notamment choisir de ne pas être associés à certaines chaînes YouTube bien spécifiques. Google a également décidé d'autoriser des sociétés externes à surveiller les publicités sur YouTube et à détecter si elles sont associées à des vidéos offensantes, dont la définition a d'ailleurs été élargie. Désormais, elles concernent les contenus qui attaquent les personnes sur leur race, leur religion ou leur genre, mais aussi ceux liés à des thèmes tels que le négationnisme ou le révisionnisme. Un nouvel algorithme de détection des vidéos violentes ou haineuses a commencé à être déployé il y a 2 semaines et devrait être très utile aux équipes de YouTube afin d'identifier les contenus problématiques pour rapidement désactiver les publicités liées et ainsi éviter à ces annonceurs la désagréable surprise de voir leurs messages et leurs images être associés à de telles vidéos. Philippe Schindler indique que ce système de nouvelle génération, plus intelligent que l'ancien, permet en moyenne de traquer 5 fois plus de contenu polémique qu'auparavant. Toujours dans la même démarche, YouTube a également décidé d'interdire l'affichage des pubs sur les vidéos des chaînes qui comptabilisent en tout moins de 10 000 vues. Si un vidéaste comptabilise 2000 vues en moyenne sur 5 vidéos hébergées sur sa chaîne, il aura la possibilité de monétiser ses vidéos, mais en dessous, il n'en aura pas le droit. En 2012, YouTube avait offert la possibilité à tous les youtubeurs, quelle que soit leur popularité, de placer de la publicité dans leurs vidéos. Cette ère est à présent terminée. Ce nouveau fonctionnement va permettre à YouTube d'avoir le temps de vérifier les contenus des millions de petites chaînes ou des chaînes naissantes avant d'en accorder ou non la monétisation. Selon le Wall Street Journal, 165 millions de chaînes YouTube abritent des vidéos totalisant moins de 10 000 vues. Cela concerne donc 88% des chaînes YouTube existantes, mais ces chaînes ne représentent que 5% des 13,2 trillions de vues comptabilisées au total sur YouTube. Il faut savoir que ce n'était à la base pas dans l'intérêt de YouTube de faire ça, car mettre de l'ordre dans les pubs qui accompagnent les vidéos diffusées sur sa plateforme, c'est accepter de renoncer à une part de son chiffre d'affaires publicitaire. Qu'on se le dise, ce boycott de masse est surtout un coup de pression pour faire réagir Google. Toutes les entreprises qui ont arrêté leur financement ont bien précisé que c'était temporaire, en attendant que Google règle le problème sur YouTube. Malgré tout, des analystes boursiers ont rappelé que les 100 plus gros annonceurs de YouTube ne pèsent que pour 20% environ du chiffre d'affaires de la plateforme. Sachant que Google a généré 79 milliards de dollars de chiffre d'affaires publicitaire en 2016, ces 750 millions de pertes représentent moins d'1% de ses revenus publicitaires. D'autant plus que son chiffre d'affaires publicitaire ne cesse d'augmenter au fil des ans, car il récupère petit
petit à petit les budgets pubs destinés à la télévision que les annonceurs réallouent progressivement à la pub en ligne. YouTube a donc encore énormément de budget pour les publicités, mais pourtant, comme j'ai pu le dire, certains youtubeurs voient leurs revenus dégringoler, et c'est principalement dû aux nouveaux filtres mis en place pour les publicitaires. Désormais, il n'y aura quasiment plus aucune pub sur les vidéos YouTube présentant les caractères suivants ou incluant dans leurs vignettes, titres, tags et descriptions des contenus à caractère sexuel, y compris des scènes de nudité partielle ou d'humour à caractère sexuel, des contenus violents, y compris des images de blessures graves et d'événements liés à de l'extrémisme violent, des contenus comportant du langage inapproprié, y compris du harcèlement, du blasphème et du langage vulgaire, des contenus faisant la promotion de drogues et de substances contrôlées, y compris la vente, la consommation et l'abus de ce type de produits, et des contenus traitant de sujets et d'événements controversés ou sensibles, tels qu'une guerre, un conflit politique, une catastrophe naturelle ou une tragédie, même si des images choquantes ne sont pas diffusées. Petite pensée pour Nota Bene. Ces contenus sont désormais considérés par YouTube comme non adaptés aux annonceurs. Une formulation délibérément vague qui permet à YouTube d'agir au cas par cas et laisse les vidéastes dans le flou total. Des rumeurs circulent même comme quoi l'algorithme de YouTube qui permet de traduire automatiquement une vidéo serait utilisé également dans le but de voir si le contenu est approprié ou non en s'appuyant sur les mots prononcés dans la vidéo. A savoir que les vidéos concernées ne sont pas démonétisées à 100%, mais n'ont juste plus qu'une cinquantaine de pubs affichées pour 1000 vues au lieu de 700 pubs affichées pour le même nombre. Une pub affichée rapporte toujours le même montant, mais le problème est qu'il y en a beaucoup moins. Les youtubeurs touchés sont donc passés en moyenne pour 1000 vues de 60 centimes à moins de 10 centimes. Au jour d'aujourd'hui, seuls certains youtubeurs francophones sont touchés par ce problème, mais il semblerait qu'à terme pas mal de youtubeurs le soient, mis à part les youtubeuses beauté qui n'ont pas trop de soucis à se faire. Je suis assez perplexe lorsque YouTube dit que ça ne concerne que les vidéos qu'on vient de lister, car même Farod est touché, alors que c'est un youtubeur gaming qui joue à des jeux tout public. On nage dans le flou total comme d'habitude, et même les plus gros networks n'en savent pas plus que nous, c'est pas faute de leur avoir demandé. La situation actuelle est donc catastrophique pour certains youtubeurs qui vivent uniquement de YouTube et qui ont même parfois embauché du monde. Je pense par exemple à Dog7 qui doit payer tous les fins de mois une monteuse et un rédacteur, en plus de subvenir à ses besoins, et qui est passé à 9 centimes les 1000 vues, soit 9 € pour 100 000 vues. Si cette situation continue sur le long terme, elle va pousser pas mal de youtubeurs à repenser la manière dont ils vivent de leurs vidéos. Attendez-vous à avoir de plus en plus de pages Tipeee, de plus en plus de placements de produits, de plus en plus de goodies et de plus en plus de lives sur YouTube ou Twitch pour les dons. PewDiePie, le premier youtubeur mondial toute catégorie confondue avec ses 55 millions d'abonnés, a été l'un des premiers à se plaindre de cette situation en expliquant qu'un tiers de ses vidéos avaient été démonétisées depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle politique de YouTube en matière de publicité, beaucoup plus stricte qu'auparavant. Il a ainsi fait savoir qu'il allait prochainement lancer une émission hebdomadaire sur Twitch. La plateforme Twitch qui a d'ailleurs récemment annoncé qu'elle allait permettre à davantage de streamers de monétiser leurs lives. Le malheur des uns peut être une opportunité pour les autres. Twitch et Tipeee sont en train de tirer profit de la mauvaise posture de YouTube. Certains youtubeurs ont expliqué qu'ils seraient peut-être à terme obligés de trouver un nouveau travail en dehors de YouTube. Quelques-uns d'entre eux ont alors ajouté que s'ils arrivaient à ce stade, ils n'auraient alors plus le temps de faire des vidéos. Bon là je vous avoue, ça m'a un peu irrité. Comme vous le savez, je n'ai jamais pu vivre de YouTube. Déjà parce que je n'ai pas mis de pub sur mes vidéos durant mes 5 premières années sur YouTube, et que depuis que j'en mets, j'avoisine les 400 € par mois. Autant vous dire que je peux pas aller très loin avec ça. Depuis mon arrivée sur YouTube, j'ai donc toujours eu un emploi à temps plein à côté qui me fait lever à 7h et revenir à 19h 5 jours par semaine. Est-ce que ça m'a empêché de faire des vidéos pour autant? Vous avez la réponse devant vos yeux. J'arrive même à gérer 2 chaînes YouTube et tenir un rythme de sortie de vidéos comparable à celui de youtubeurs vivant pleinement de YouTube et qui peuvent y consacrer toute leur journée. Et je suis loin d'être le seul à proposer régulièrement des vidéos sur YouTube tout en ayant un travail à temps plein à côté. Je pense par exemple à Sir Gibbsy, Top 10, Matt se fait des films, Parlons Histoire, Micmat, Hardisk et bien d'autres. Avec de la passion, on arrive à tout, mais encore faut-il l'avoir, hein. J'en conviens que c'est pas un style de vie idyllique, ça oblige à faire pas mal de sacrifices. Les week-ends entièrement consacrés au tournage, les nuits blanches nécessaires pour avancer dans le montage, l'impossibilité d'avoir d'autres loisirs à côté comme les jeux vidéo, et croyez-moi, c'est pas l'envie qui m'en manque, et puis bien sûr la vie sociale qui en prend un sacré coup, car le peu de temps libre disponible doit être consacré à YouTube si on veut tenir un rythme régulier. Ça fait maintenant 6 ans que je fonctionne comme ça, et je ne m'en suis jamais plaint, car c'est ma passion. Et justement, j'en viens au fameux point qui risque d'en froisser certains. Est-ce que ce problème financier sur YouTube ne serait finalement pas un mal pour un bien ? Dans le sens où ça nous permettrait de voir vraiment qui sont les vrais passionnés sur YouTube. Aujourd'hui, tous les youtubeurs disent l'être, mais auront-ils le même discours si dans 3 mois la situation n'a pas changé? Je ne vise personne du doigt, ce sont des questions que je pose et auxquelles je vous invite à répondre en commentaire car j'aimerais vraiment connaître votre avis là-dessus. Qu'on soit bien d'accord, ça m'énerve quand je vois que Mamie Twink et Farod sont impactés par ce changement alors qu'ils font du super contenu. Nul doute que ces gars-là sont des passionnés et je leur souhaite de s'en sortir si le problème persiste sur le long terme. Comme j'avais pu le dire dans ma vidéo L'argent utile à YouTube, je suis tout à fait pour rémunérer le travail de vidéaste qui est un métier comme un autre.
autre. Ce n'est pas parce qu'on est passionné par son boulot qu'on ne doit pas être payé, encore heureux. Pouvoir vivre pleinement des revenus YouTube permet aux youtubeurs de consacrer tout leur temps à la création de vidéos et ainsi d'en proposer bien plus et de meilleure qualité. Le problème, c'est que ces dernières années, énormément de youtubeurs se sont lancés sur YouTube uniquement pour l'appât du gain, sans aucune passion, à part celle de l'argent. Sans surprise, ce sont ces mêmes personnes qui ne font que des vidéos qui sont sûres de marcher, autrement dit des vidéos putaclic sans fond ou directement plagiées de vidéos américaines. Après, est-ce qu'on peut véritablement les blâmer? Ils ont juste trouvé le bon filon, ils ont compris comment ça marchait et ils en tirent profit. Mais si leur motivation première, à savoir l'argent, disparaît de YouTube, ça pourrait permettre un sacré ménage. Ou alors ça fera l'effet inverse, car ils pourraient tout aussi bien faire plus de placements de produits pour survivre tout en continuant leurs vidéos sans fond. L'autre gros problème de ce changement, c'est aussi la question de la liberté d'expression des youtubeurs qui se voit désormais limitée. Je rappelle quand même que YouTube dit clairement que les contenus traitant de sujets et d'événements controversés ou sensibles tels qu'une guerre, un conflit politique, une catastrophe naturelle ou une tragédie ne seront plus monétisés comme avant. Même en abordant ces sujets de la manière la plus pacifique et objective, vous vous ferez quand même blacklister par YouTube. Certains devront donc faire un choix entre continuer de parler de ces sujets quitte à ne plus pouvoir vivre de YouTube ou changer complètement de ligne éditoriale. Et puis par exemple, quand je vois la superbe vidéo que nous a fait le grand JD sur l'Irak, ça me ferait chier qu'ils ne puissent pas en tirer une rémunération. Et puis qui sait, on va peut-être même arriver à un stade où les youtubeurs gaming qui joueront à des jeux vidéo de guerre se feront aussi blacklister. Si la publicité ne revient pas à ses fondements sur YouTube, la philosophie et l'allure de la plateforme pourraient alors changer bien des choses. Pour le meilleur et pour le pire. Bref, le sujet étant clos, j'aimerais profiter de cette vidéo pour vous remercier de votre énorme participation concernant la BD Les FDP de Tubonia qu'on a lancé avec Antos Colaboy, Sir Gibbsy et Le Dessinator. On s'était fixé comme objectif de vendre 1000 BD, soit 15 000 €, et vous avez complètement explosé le palier. On a atteint l'objectif en 2h30 et on est actuellement à 550% du but initial, c'est juste dingue. Vous avez donc débloqué 16 cartes fanart gratuites pour tous les contributeurs, ainsi que la carte du monde de Tubonia au verso. Il vous reste encore 30 jours pour commander la BD et débloquer d'autres cartes supplémentaires. Le lien de la page Ulule est dans la description. Ah et dernière chose, si vous souhaitez me rencontrer, je serai présent au Geek Days à Lille le 20 et 21 mai et au festival Bulle en Seine près de Toulon le 10 et 11 juin. D'ailleurs à chaque convention, je fais toujours un petit vlog du week-end. Vous pouvez ainsi retrouver mon vlog de la Japan Touch et celui de la Video City sur ma chaîne secondaire si ça vous intéresse. Allez, salut tout le monde!